il s'en va à Tunisie, au Maroc ou en Algérie. Je décide de ramener un oiseau. Qu'est-ce qui m'arrive si je me fais attraper par la douane? Eh bien, la douane va vérifier si l'oiseau a été importé de manière légale et si l'espèce est protégée ou pas en France. Et donc, suivant que l'oiseau provient d'une origine légale du pays tiers et est mis ou pas en conformité en France, il y aura ou pas des sanctions relatives au délit sur la protection des espèces. Quelles sont les sanctions? Alors les sanctions sont actuellement, les peines maximales sont de 15 000 € d'amende et de 1 an de prison ferme. Ça, c'est pour... Comment on sait qu'un oiseau est protégé ou pas? Lequel est protégé plutôt ou pas? Alors ce sont des listes réglementaires, donc des arrêtés ou des textes de loi qui concernent la protection des espèces, qui mettent en œuvre le statut de l'espèce. Donc là, en l'occurrence, en France, c'est le texte du 29 octobre 2009 qui concerne la protection des espèces. Et donc sur cet arrêté-là, le chardonneret est intégralement protégé à partir du moment où il provient du milieu naturel. Où on peut trouver cette liste, cette fameuse liste? Alors aujourd'hui, avec Internet, c'est bien plus simple que dans le temps. Donc il faut aller sur le site de Légifrance, qui est le site du droit français accessible à tout le monde. Et on a les textes, la version officielle des textes en vigueur. Et quelles sont les espèces qui sont plus protégées que d'autres? En France, c'est quasiment toutes les espèces qui ont un degré de protection, disons, variable selon que ce sont des espèces chassables ou pas. Mais pour faire simple, tous les petits oiseaux sont protégés. Et concernant les espèces qui sont chassables, alors là, ça relève d'un droit particulier qui est le droit de la chasse. C'est pas parce que les espèces sont chassables que n'importe qui peut les détruire n'importe quand, n'importe comment. Il y a des règles spécifiques à la chasse qui s'appliquent. Mais tout ce qui est chardonneret, verdier, pinson, linotte, serin, tarin, ce sont des espèces qui sont intégralement protégées en France et plus largement dans la plupart des pays européens. Oui, peut-être une question par M. Kamel. Bonjour Stéphane, oui. Tu vas nous parler du statut juridique de l'espèce. Oui, je vais vous faire un petit topo sur le statut juridique de l'espèce en France et sur ce qu'il est possible de détenir ou pas en élevage en France. Ok. On vous écoute attentivement. Ok, donc je rappelle déjà que le chardonneret, c'est pas une espèce qui est concernée par la CITES, donc la fameuse convention de Washington. Donc au niveau mondial, il n'y a pas de protection particulière pour le chardonneret. Par contre, en droit européen, la directive oiseaux du 2 avril 1979 et la convention de Berne du 10 avril 1982, donc ce sont des conventions relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel en Europe, protègent intégralement le chardonneret. Donc ce droit s'applique à l'ensemble des États membres. C'est la base commune du droit que les États membres appliquent avec des particularités propres à leur pays. Et donc le droit national en France s'est amorcé avec la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. C'est cette loi qui a instauré la protection des biotopes et des espèces, donc des milieux naturels et des espèces, sur lesquels figure déjà le chardonneret. Et en pratique, c'est l'arrêté ministériel du 17 avril 1981 qui est le texte historique portant protection du chardonneret. Donc en France, le chardonneret vivant dans le milieu naturel est intégralement protégé depuis 1981. Et plus récemment, le texte historique de 1981 a été modifié par l'arrêté du 29 octobre 2009. Alors cet arrêté reprend en gros l'arrêté du 7 avril 81, mais instaure tout de même une nouveauté qui est ce qu'on appelle en langage juridique l'inversion de la charge de preuve. Alors, l'inversion de la charge de preuve, c'est quoi? C'est si on vous prend par exemple dans la rue avec un chardonneret dans une cage, c'est à vous de prouver que le chardonneret provient d'un élevage légal et détenu légalement. Si vous ne pouvez pas faire ça, il est considéré que le chardonneret a été prélevé dans le milieu naturel et vous risquez donc les sanctions relatives à un délit sur la protection des espèces. Donc l'inversion de la charge de preuve, ça veut dire que ce n'est pas au service de police de prouver que vous avez braconné l'oiseau, c'est à vous, détenteur de l'oiseau, de pouvoir à tout moment prouver l'origine légale de l'oiseau. Donc ça c'est quelque chose d'important que les amateurs doivent bien
prendre conscience et garder en mémoire. Alors, est-ce qu'on peut détenir des espèces comme le chardonnay en France? Oui, tout de même. Ce sont les arrêtés du 10 août 2004 modifiés qui déterminent les modalités de détention de ces espèces. Alors, les arrêtés du 10 août, il y en a deux. L'un qui concerne plus spécifiquement les élevages d'agrément et l'autre plus spécifiquement les établissements d'élevage. Et également les établissements de vente et de présentation d'animaux au public. Donc, selon l'espèce détenue, on est soit dans le cadre d'un élevage agrément, soit dans le cadre d'un établissement d'élevage pour la plupart des amateurs de chardonnay ou d'hybrides de chardonnay. Un autre texte fondateur et important pour la détention des espèces en France, c'est l'arrêté du 11 août 2006 qui fixe la liste des espèces, races et variétés d'animaux domestiques. Tout ce qui ne relève pas de ces listes est classé non domestique. Concernant le chardonnay, les variétés domestiques au sens du législateur, ce sont les variétés agate, brune, isabelle, satinée, pastel et blanche. En ce qui concerne la variété blanche, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit de la variété blanc aux yeux noirs. Il ne suffit pas que le chardonnay soit légèrement tacheté de blanc pour être considéré comme une variété blanche. Donc les gorges blanches, les févés, les fasciatos, les têtes d'aigle, les autres panachures, ça c'est du non domestique qui est protégé. Donc les services de police de l'environnement ont en leur possession des fiches descriptives de ces oiseaux. Et donc, si vous leur dites que vous avez une variété blanche du chardonnay, ils vont vérifier que ça correspond au blanc aux yeux noirs. Donc la détention du chardonnay en France dépend de l'origine de l'oiseau. Autrement dit, si l'oiseau provient du milieu naturel, s'il a été capturé, vous risquez 1 an de prison ferme et les 15 000 € d'amende. Alors je répète, 15 000 € d'amende et 1 an de prison ferme pour un braconnage. On appelle ça braconnage. Alors que ce soit du braconnage ou du recel, c'est-à-dire... Du recel, du braconnage aussi. Voilà, le client, autrement dit, celui qui capture et le client risque la même chose. C'est-à-dire que, alors pour être clair pour mes auditeurs de Radio Gazelle, quelqu'un me propose un oiseau dans la rue, un chardonnay, je l'achète pas du tout, faut pas l'acheter. Bah, si vous êtes pris en flagrant marchandage, c'est-à-dire vous venez de l'acheter à la personne, eh ben les services de police sont en droit de sanctionner le vendeur et l'acheteur. Oui, puisque le vendeur détient une espèce protégée et l'acheteur vient de l'acheter. Voilà. Donc on ne peut ni le vendre ni l'acheter. À moins qu'il provienne d'un élevage. Voilà, et donc là, le statut précis de l'oiseau selon son origine d'élevage, ça dépend en fait de son phénotype, de la variété du chardonnay. Si c'est une variété domestique, donc qui est listée par l'arrêté du 11 août 2006, elle est libre de détention comme un canari. Vous pouvez librement tout le monde peut avoir en France un chardonnay à partir du moment qu'il soit agate, brun ou isabelle. Il n'y a aucune formalité. Par contre, si c'est une variété non domestique, qui est née en élevage, mais une variété non domestique, par exemple les fameux porteurs de mutation qui sont de couleur non mutée, de couleur classique, les têtes blanches, la mutation jaune, les panachés, les nouvelles mutations qui ne sont pas encore listées, tout ça, c'est du chardonnay protégé. Il est impératif d'avoir un certificat de capacité, une autorisation préfectorale d'ouverture d'établissement, de tenir des registres officiels avant la détention du premier chardonnay non domestique. Et pour détenir au sein de son établissement de tels chardonnerets, il faut que l'oiseau soit bagué avec une bague officielle réglementaire, il faut qu'une déclaration de marquage soit produite, et il faut qu'une attestation de cession soit donnée en cas de vente ou d'achat de tels animaux. Donc il y a vraiment deux cas, il y a vraiment deux cas en élevage, soit c'est domestique et c'est libre de détention, soit c'est non domestique, et donc là on est dans un cadre particulier, dans un cadre soumis à réglementation. Alors, qu'est-ce qui se passe si on ne respecte pas ce cadre précis? Alors, le non-respect de la protection des espèces, c'est quoi? C'est bien sûr, comme on l'a dit, le braconnage et le recel d'oiseaux braconnés, ou la capture d'oiseaux dans le milieu sauvage, mais c'est aussi l'entrée illégale sur le territoire français ou européen, puisqu'en Europe, il est interdit de faire entrer des oiseaux non domestiques qui ne proviennent pas d'établissements d'élevage. C'est aussi le non-respect des modalités de détention sur les espèces protégées. Donc ça concerne aussi bien les oiseaux sauvages que les oiseaux d'élevage non domestiques. Et ça concerne aussi les activités non déclarées d'achat-revente, même si le chardonnay est d'élevage. C'est quelque chose d'assez fréquent
notamment en région parisienne, où beaucoup de personnes vont en Belgique, achètent des lots d'oiseaux pour les revendre ensuite avec une plus-value sur des marchés ou sur des bourses. Bon, ça relève aussi d'autres procédures qui sont propres, qu'on peut assimiler à du travail dissimulé, par exemple. Donc on risque encore d'autres choses de plus désagréables que ce qui est prévu pour la protection des espèces. Vous pouvez nous donner une fourchette de prix d'achat d'un oiseau qui chante bien, qui chante pas, parce que j'ai appris qu'un oiseau qui chantait, il avait plus de valeur qu'un oiseau qui chantait moins. Oui, chardonnerie plutôt. Ouais, c'est très subjectif selon les personnes au niveau du champ. Hein. Mais un oiseau qui est fraîchement braconné, ça se vend en région parisienne pour les femelles autour de 20 euros et pour les mâles autour de 50 euros. Après, effectivement, selon la qualité de chant de l'oiseau, donc un oiseau qui a peut-être déjà un certain temps en cage et qui chante de manière agréable aux oreilles du chaland, là les prix peuvent monter à 100, 200, 300 euros. Voilà, ça dépend. Il y a des choses assez irrationnelles dans le domaine. Voilà. Bien sûr. Stéphane, je vous reprends après la pub, si vous permettez. Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci. Oui. Stéphane, vous êtes là à Paris? Oui, toujours là. Paris, Marseille. Allez, on continue alors, s'il vous plaît. D'accord. Donc, en cas de non-respect, on risque les sanctions qui sont prévues pour un délit, puisque il s'agit d'un délit sur la protection des espèces. Oui. C'est les fameux 1 an de prison et les 15 000 euros d'amende évoqués. Oui. Mais c'est aussi la confiscation des matériels ayant servi au délit. Donc, c'est-à-dire notamment les cages, les graines et la voiture, si par exemple on transporte une espèce protégée dans sa voiture pour aller le vendre au marché. D'accord. C'est aussi, dans le milieu des éleveurs, l'interdiction de recevoir des bagues réglementaires pendant une durée qui est supérieure ou égale à 2 ans. Donc voilà pour la protection de l'espèce. Alors le chardonneret, il est apprécié pour lui-même, mais il est aussi fortement apprécié pour les hybrides qu'on peut faire avec les canaris, donc les fameux mulets. Et les hybrides ont également un statut juridique qui est déterminé par un texte de la Cour de cassation dans le cadre de l'affaire Boukobza qui date du 29 mars 2000. Alors que dit ce texte? La Cour de cassation dit que l'hybride bénéficie des mesures de protection de son parent ou grand-parent le plus protégé. Autrement dit, un mulet de chardonneret, c'est comme un chardonneret. Les variétés domestiques du chardonneret sont des variétés domestiques dans l'hybride. Donc un hybride de chardonneret foie canari en couleur agate, brune, isabelle, satinée ou pastel est une variété domestique. N'importe qui peut détenir ce type d'hybride sans aucune autorisation. Par contre, toutes les autres variétés de l'hybride, et dont les fameux hybrides classiques que tout le monde connaît, qu'on obtient en croisant un chardonneret du jardin avec n'importe quel canari, ces hybrides-là, qu'ils soient de couleur classique, qu'ils soient de couleur panachée, qu'ils soient jaspés, qu'ils soient à fond blanc, ce sont des variétés non domestiques, donc protégées comme un chardonneret. On risque exactement la même chose en détenant un hybride de chardonneret que si on détient un chardonneret. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec ces espèces protégées qui doivent rester dans la nature. Donc, pour faire une petite synthèse sur la détention du chardonneret en France, avant 2004, on ne pouvait en pratique
ne détenir aucun chardonneret et l'élevage était quasiment impossible puisque la version du certificat de capacité qui existait à l'époque était beaucoup plus stricte et plus contraignante qu'aujourd'hui. Et ce n'est que depuis 2004-2006, ça s'est fait en 2 temps, et donc depuis 2004 en gros, qu'en tant qu'éleveur ou amateur d'oiseaux, nous avons des droits et des devoirs. Le droit d'avoir des espèces en élevage et le devoir de ne pas prélever d'espèces protégées dans le milieu naturel et de respecter les modalités de détention des espèces. Et donc depuis 2004, toutes les variétés domestiques sont libres de détention pour tous, pour tout le monde. Vous voulez un chardonneret en mutation agate, vous pouvez en avoir un. Vous voulez un hybride de chardonneret, vous pouvez, à condition d'en prendre en couleur domestique. Si vous êtes plus intéressé par les variétés non domestiques, elles sont soumises à réglementation et il faut obligatoirement passer son certificat de capacité. Et alors pour rappel, les variétés non domestiques d'espèces protégées d'élevage ne peuvent pas être détenues par une animalerie. Elles ne peuvent être détenues que dans le cadre d'un établissement d'élevage, c'est-à-dire par des amateurs comme vous et moi. Mais une animalerie ne peut pas, n'a pas le droit de proposer des chardonnerets protégés ou des hybrides de chardonnerets protégés. Alors on peut se poser la question de la justification de telles mesures. Est-ce qu'elles sont effectivement justifiées? Alors je vais vous donner l'exemple du terrain parisien où j'ai l'habitude de me rendre régulièrement pour discuter de notre passion commune du chardonneret avec tous ceux qui passent et notamment avec pas mal de gens qui sont de retour du Maghreb. Et donc le discours a changé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années. Auparavant, lorsqu'on parlait protection de l'espèce, pour la plupart des gens c'était anecdotique, ça n'avait pas de sens, c'était pas important, tout le monde pouvait capturer l'un ou l'autre chardonneret, ça ne posait aucun problème. Mais depuis, je dirais, 2-3 ans, spontanément, les gens viennent et disent il faut arrêter de capturer le chardonneret. Il est en voie de disparition. On n'en voit plus en Algérie, on n'en voit plus en Maroc, et c'est à cause des captures. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ce sont les gens qui disent d'eux-mêmes que le chardonneret est en train de disparaître du fait des captures. Ils vous disent pas que c'est à cause des pesticides, à cause de l'urbanisation. Il y a une conscience d'un problème qui s'aggrave à cause des captures. Et sur ce fameux marché des oiseaux de Paris, donc il y a un marché historique traditionnel qui remonte à bien des décennies, les habitués du marché constatent qu'il se vend chaque dimanche depuis des années jusqu'à une 50aine de chardonnerets braconnés. Et on n'y trouve pas que des chardonnerets, mais essentiellement des chardonnerets. Et je me suis intéressé à la question du trafic réel en France. Comment peut-on estimer le niveau du trafic de petits fringillidés en France? Donc je me suis dit que la seule source de données, c'était les articles de presse qui sont parus dans les médias. Donc je me suis amusé à lister un petit peu les articles de presse et à compter le nombre d'oiseaux qui ont été saisis en flagrant délit. Donc s'agissant d'un flagrant délit, cela veut dire que le chiffre est très sous-évalué, puisque les gens bien entendu ne conservent pas dans la mesure du possible les oiseaux qu'ils ont attrapés, ils les relâchent, ils cassent les cages, ils passent des coups de fil pour que leurs amis viennent libérer les oiseaux chez eux avant que la police ne vienne perquisitionner. Donc c'est un nombre qui est vraiment très, très sous-estimé, et on arrive tout de même à une moyenne de 72 oiseaux par affaire. Donc lorsque les gens vous disent que oui, mais on capture 1 ou 2 oiseaux, c'est juste pour le plaisir, c'est pas grave, ça nuit à personne, dans la presse, les articles concernant la saisie d'oiseaux mentionnent en moyenne 72 oiseaux. Donc on est quand même assez loin des 1 ou 2 oiseaux que chacun pourrait détenir librement. Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe au Maghreb, la situation est encore pire. Elle est vraiment vraiment tragique. El Watan, qui est un quotidien algérien. Algérien, d'accord. Mais voilà. le Maghreb, excusez-moi, je vous coupe. Vous parlez que de l'Algérie, Tunisie au Maroc, ou que de l'Algérie? Alors la plupart des gens qui discutent, c'est plutôt Algérie et Maroc. L'Algérie, Maroc, d'accord. Parce que la Tunisie aussi, elle est touchée par ce phénomène de disparition. C'est un phénomène qui est assez global dans le nord de l'Afrique. Global, d'accord. Voilà. Ah, mais pour la Tunisie, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas de données précises à évoquer. Donc, Kamel, il a des données, il va évoquer. Merci. Voilà. Continue, je vous ai coupé, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Donc, en Algérie, d'après El Watan, en une seule prise, en août dernier, en août 2015, c'était 650 chardonnerets parva qu'on a trouvé dans un coffre, à destination justement de la Tunisie. Donc 650. Et El Watan estime dans un article de mai 2015 qu'il y aurait dans les 20 millions de chardonnerets en cage en Algérie, alors que l'espèce est en voie de disparition.
Et au Maroc, l'économiste, lui, a titré sur un article disant qu'il y a 80% du chardonneret parva qui est décimé par le braconnage et la chasse sauvage au Maroc, et jusqu'à 90% dans certaines régions. Et donc là encore, le point important, c'est que la cause est identifiée, hein, c'est du braconnage et la chasse sauvage. C'est pas des pesticides, c'est pas une cause annexe, c'est l'homme qui chasse de manière irraisonnée cette espèce. Donc ces mesures sont effectivement justifiées, et si on regarde en France ce qui se passe, eh ben on constate, donc les scientifiques constatent qu'il y a une diminution de 44% des effectifs de chardonneret sur les 10 dernières années. Autrement dit, il y a quasiment 2 fois moins de chardonneret qu'il y a 10 ans. Et ce qui est troublant, c'est que les effectifs sont relativement stables ailleurs en Europe. Alors on peut se poser les questions de cette différence de tendance entre le reste de l'Europe et la France, et quel est le niveau d'impact réel des captures comme on le voit dans le sud de la France et autour du bassin méditerranéen, sachant que le chardonneret est un migrateur partiel. Donc en gros, le chardonneret migre du nord vers le sud, et si au sud il se fait capturer en masse, est-ce que ça n'a pas un effet sur les populations du nord, puisqu'il y a plus d'oiseaux, il y a moins d'oiseaux qui reviennent du sud de l'Europe ou du nord de l'Afrique. En tout cas, en 2016, donc cette année, le chardonneret va passer en vulnérable. Donc le statut du chardonneret en France va devenir vulnérable, c'est-à-dire qu'il est menacé de disparition. Et c'est le même cas pour le verdier d'Europe. Et très récemment, un article daté du 2 mai 2016 qui est paru dans Le Monde, donc qui concerne le trafic de chardonneret, met en évidence qu'il y aurait des dizaines de milliers de chardonnerets qui sont braconnés chaque année en France. Donc là, on est sur un chiffre de dizaines de milliers, sachant que la population totale de chardonnerets est évaluée en France actuellement au grand maximum à 1 500 000 couples. Et l'autre phénomène inquiétant, c'est que dans les régions où il y a de moins en moins de chardonnerets, on constate un report des captures sur d'autres espèces. Donc les braconniers ne peuvent plus chercher des chardonnerets, et donc ils capturent d'autres espèces qui étaient moins connues ou auxquelles les gens ne prêtaient pas attention, puisqu'il y avait la beauté du chardonneret qui était là. Mais cette beauté du chardonneret, comme elle a tendance à disparaître, eh bien on le remplace par d'autres espèces locales qui étaient jusque-là laissées tranquilles. Donc il y a une responsabilité des amateurs tout de même dans le devenir du chardonneret. Et la responsabilité, c'est déjà au niveau du recel, qui est la source d'énergie du braconnage, qui est le moteur du braconnage. Il ne faut pas acheter un chardonneret ou un hybride en dehors des règles. Ne pas acheter un chardonneret braconné, ne pas acheter un hybride qui provient d'un chardonneret braconné. Parce que là, vous dites aux braconneurs, continuez à capturer, moi je vous les achète. Et on constate aussi une certaine complaisance dans le milieu, parce que ce sont des choses que tout le monde connaît. Nous ne divulguons ici aucun secret, et pourtant il y a une tolérance pour la détention de quelques oiseaux de capture. Et comme je disais, ces quelques oiseaux, au bas mot, eh ben c'est quand même par affaire dans la presse, c'est quand même plus de 70 oiseaux. Donc cette loi du silence, en fait, elle laisse faire les trafics. Et alors pour les trafiquants, pas vu, c'est pas pris. Mais pour un chardonneret, pas vu, lui, il est pris, le chardonneret. Oui, malheureusement. Voilà. Oui. Voilà. Et donc il y a une autre responsabilité des amateurs qui est de respecter les règles de détention en France de cette espèce. Parce que le fait même d'avoir des chardonnerets d'élevage, mais sans les autorisations nécessaires, eh ben ça permet un mélange entre oiseaux d'élevage autorisés et oiseaux d'élevage pas autorisés, voire d'oiseaux sauvages dont on ne sait pas trop d'où ils viennent. Donc voilà, c'est autant de niches pour les braconniers pour replacer leurs oiseaux. Si il y a une discrimination nette entre oiseaux d'élevage, mon oiseau c'est un oiseau d'élevage bagué, j'ai les autorisations, il n'y a pas de problème. Tout le reste, c'est considéré comme des oiseaux braconnés, il faut en prendre conscience, et c'est à nous d'en prendre conscience. Et si on n'accepte pas ce fait-là, eh ben on mélange, il y a un mélange des genres qui n'aboutit à rien de bon. C'est donc, à mon sens, le rôle des amateurs, et notamment des amateurs éclairés, d'être responsables et de ne jamais acheter un chardonneret en hybride en dehors des règles. Et il faut aussi former c'est-à-dire nos amis éleveurs qui veulent, ou nos amis simples amateurs qui veulent des chardonnerets ou des hybrides. Il faut les former à l'élevage raisonné et raisonnable. Et donc là, j'ouvre une petite parenthèse au niveau des antibiotiques et de la cueillette des plantes sauvages, puisque c'est un milieu dans lequel les antibiotiques sont utilisés de manière totalement erronée et systématique. Enfin, ça risque de poser des problèmes, même en termes de santé publique. Et
Alors les plantes sauvages, c'est en plus pour l'élevage, là, tous les éleveurs vous le diront, je pense. Seulement, il ne faut pas aller dans les champs et cueillir tout ce qu'on trouve. Il faut en laisser aussi dans la nature. D'accord. Et malheureusement, on voit ce genre de comportement de plus en plus aussi. Donc voilà, il faut vraiment être responsable et former un élevage raisonné et raisonnable. Et ça passe par le partage, la discussion et par l'information afin de valoriser l'élevage et le respect des êtres vivants et des milieux. Et donc notre rôle aussi, c'est d'appliquer les règles de détention et expliquer aux autres comment appliquer ces règles pour que chacun puisse détenir un oiseau sans avoir la mauvaise surprise ou sans avoir la sanction qui est une peine d'amende assortie d'une peine de prison. Peine de prison. Voilà. On rappelle la peine de prison, 1 an et l'amende de 15 000 € quand même. Hein. Alors là, c'est ça, exactement. Alors, aujourd'hui, il y a quand même une certaine prise de conscience qui a lieu, comme je disais, sur les gens qui reviennent du Maghreb et qui parlent spontanément de la situation dramatique du chardonneret parva. Mais il y a aussi une prise de conscience des services de police et des autorités judiciaires. D'accord. Donc notamment en 2015, dans les articles de presse que j'ai pu consulter, on peut compter une affaire tous les 15 jours qui concerne du trafic de petits oiseaux ou un jugement sur des affaires antérieures. Donc il y avait quand même un article de presse sur toute l'année 2015, tous les 15 jours. Et si on regarde ce qui s'est passé ce dernier mois, il y a 2 peines de prison ferme qui ont été prononcées pour des braconniers de chardonneret. 15 jours pour l'un et 4 mois de prison ferme pour l'autre. Oui, là vous rappelez les faits qui sont passés peut-être à Perpignan et à Tarascon, c'est ça? C'est à Tarascon. Voilà, ça doit être ça, tout à fait. Ouais. Que les juges ont condamné à prison un trafiquant d'oiseaux. C'est ça. Et 2 autres braconniers ont eux été condamnés à 100 heures de travaux d'intérêt généraux. Et au total, sur ces deux affaires, ce sont 7 700 € d'amende et de dommages et intérêts qui ont été prononcés. Alors, actuellement, il y a une nouvelle loi sur la biodiversité qui est en cours de discussion. Donc, comme vous disiez, Toufik, effectivement, on risque actuellement 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Dans le cadre de la nouvelle loi sur la biodiversité, la peine de prison risque d'être multipliée par 2, c'est-à-dire que vous risquerez 2 ans de prison ferme, et l'amende, elle, va être multipliée par 10. C'est-à-dire que l'amende maximale qui va pouvoir être prononcée, ça va être 150 000 €. Ça, oui, parce qu'ils sont en voie de disparition, c'est normal qu'il faut être plus sévère pour que il n'y a plus de braconnage et il n'y a plus de dérive, quoi. C'est voilà, un peu logique. Donc même si les tribunaux avaient tendance à donner une amende d'un dixième du montant maximal, le montant maximal là, actuellement il va être multiplié par 10. Donc oui. voilà, là où on risquait de payer facilement 1 000 €, peut-être que ce sera 8 000, 9 000, 10 000 dans les prochains temps. Et donc c'est aux amateurs comme nous, comme Kamel, comme nos auditeurs, de prendre conscience de de faire attention. Bien sûr. Alors si on a encore un petit peu de temps, je vais finir par quelques idées reçues dans le domaine. Allez, très vite, parce qu'il y a Kamel qui doit passer. Après, j'ai des pubs, j'ai le news. Très bien, allez-y. Alors, on dit que la France ferait une figure d'exception en matière de détention d'oiseaux. Alors, c'est pas le cas. C'est un règlement communautaire, donc on trouve le même type de règlement dans la plupart des espèces, dans la plupart des pays, pour des espèces relativement similaires. On dit aussi que le certificat de capacité serait un frein à la détention d'oiseaux au braconnage. Alors je ferais simplement remarquer que le braconnage existe depuis toujours, bien avant le certificat de capacité, et c'est le certificat de capacité qui permet aujourd'hui en France de détenir ces espèces-là. Et on entend aussi qu'en Belgique ce serait mieux. Mais on a pu dire il y a quelques semaines sur un forum belge qu'il serait bien d'instaurer un certificat de capacité à la française. Donc peut-être que quelque part notre système n'est pas si mal que ça. Mais il y a aussi des obligations de bagages qui sont plus strictes en Belgique, notamment au bon diamètre, et des réglementations qui varient selon les régions. Et ça va même jusqu'à l'interdiction de détention de chardonneret en région bruxelloise. Donc la réglementation française, de ce point de vue-là, elle est plus souple. Et on entend aussi souvent que les chardonnerets d'élevage sont trop chers. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal d'hybrides qui proviennent de chardonnerets braconnés qui, eux, sont plus chers que les chardonnerets d'élevage. Donc voilà, en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, si on veut du chardonneret, on a le choix. On peut avoir des chardonnerets, des hybrides qui proviennent d'élevage, les détenir soit librement lorsqu'il s'agit de mutation de couleur, soit dans un cadre réglementaire si on veut développer sa passion. Mais il faut quand même prendre conscience de la fragilité de la nature et de la demande de la société qui est vers plus de traçabilité et vers une protection accrue des espèces. Donc voilà. Je vous remercie, monsieur Stéphane Schultz. Voilà. Rien d'autre à rajouter, je vous remercie pour ces éclaircissements, vous nous avez bien éclairé. Je vous en prie. Ingénieur en biologie, quand vous voulez, vous intervenez sur les ondes de Radio Gazelle. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.
Oui, alors la suite de notre programme, bien sûr, sur les ondes de Radio Gazelle avec Kamel qui est éleveur et qui va nous expliquer un peu pourquoi le danger de l'élevage et pourquoi il y a disparition, et il va tout nous expliquer. Et il écrit aussi dans certaines revues. Kamel, ton âge, tu es tout jeune. Hein, 42 ans. Et voilà, il réside dans le département du Var, voisin à Marseille, pas très loin. Exactement. Tu es affilié à la fédération CDE, voilà. Club d'éleveurs d'oiseaux exotiques. Aussi affilié au club OCBA, Oiseaux Club Pays d'Aix en Provence. Exactement. Le club est rattaché à la fédération. Voilà, Union Ornithologie de France. Vous nous expliquerez un peu qu'est-ce que ça veut dire être attaché, parce que nous, on ne sait pas C'est trop. une fédération française. UOF, Union Ornithologie de France. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'Union Ornithologie de France? C'est une fédération française d'ornithologie et tous les clubs sont affiliés à ces fédérations. Je vous propose une pause musicale. Vous avez accepté une chanson. Voilà, on va vous la passer. On revient de suite après. Okay. Merci. Jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Et l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté, d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace, se dit, est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois me frisser les bras? Je ne sais plus. Je ne sais pas, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, ça me dit l'air pur et l'eau fraîche, un oiseau, un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Ondes de Radio Gazelle, merci de nous accompagner, merci de nous recevoir chez vous, dans vos voitures et un peu de partout. Comme je disais tout à l'heure, c'était Kamel. J'en étais à Monsieur Kamel, la 42 ans. Et il écrit un peu dans les forums, il écrit un peu de partout. C'est un fou, c'est un passionné d'oiseaux. Kamel, dites-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire que le chardonneret est en voie de disparition au Maghreb? Tout d'abord, Toufik, je tiens à remercier Stéphane d'avoir bien voulu participer et nous faire part de ses connaissances. Son intervention fut très enrichissante.
Sinon, je suis heureux aujourd'hui d'être parmi vous et je tiens à remercier les zones de Radio Gazelle qui me permettent de parler de ma passion sur le chardonneret major et de tirer la sonnette d'alarme sur le chardonneret Parva qui est malheureusement en voie de disparition au Maghreb et je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. D'accord. Sinon, par rapport à votre question, eh bien, Toufik, ce qui ressort de plusieurs études, les journalistes au Maghreb ont fait une enquête et, comme l'a dit Stéphane auparavant, dans le journal marocain L'Économiste, article du 13 mars 2015 intitulé « Le chardonneret Parva, le maître chanteur livre son dernier récital », on apprend que le braconnage et la chasse sauvage ont décimé 80% des chardonnerets. Ça, c'est dans le pays Maghreb, ça. Voilà, même, au Maroc. Que au Maroc? Là, au Maroc, l'Algérie, la Tunisie aussi, mes le... confrères tunisiens que me remontent aussi qu'en Tunisie aussi, avant au marché de Monsebey. Monsebey, oui, c'est un grand marché. Voilà, il y avait beaucoup de chardonnerets qui étaient proposés. Et là, même que ce soit en Tunisie, au Maroc et en Algérie, mais c'est vrai que c'est plus au Maroc et en Tunisie qu'on a des braconnages. Non, dans les trois pays, mais qu'on a des articles de journaux, quoi. Ah, voilà, qui révèlent vraiment. Qui révèlent réellement. Mais que ce soit dans les trois pays, c'est la même situation. Ouais. D'accord. Et dans le journal Al-Watan, l'article du 28 mai 2015 intitulé La pénitence du prince Crooner. Je cite la journaliste. Bien sûr. Cela fait déjà plusieurs années qu'une poignée d'associations et de passionnés d'ornithologie ne cesse de tirer la sonnette d'alarme quant à la mort lente de cet oiseau dans la nature. Voilà. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que oui, c'est un danger. Ça, on va parler d'Algérie et le Maroc. Parce qu'il y a des articles de journaux qui en parlent. La Tunisie, non. Non, la Tunisie, non. Pas encore, d'accord. De journaux, non. Dites, M. Kamel, est-ce que le chardonneret est menacé en France aussi? Ben oui, malheureusement, Toufik, en tant qu'éleveur et passionné, nous sommes préoccupés par la situation actuelle. Les chiffres du Muséum national d'histoire naturelle montrent qu'entre 2001 et 2014, la population de chardonneret a chuté de 55% en France. Il ne resterait au mieux que 1,5 million de couples sur notre territoire. Le passereau est désormais confronté à un risque élevé d'extinction à l'état sauvage. C'est tiré de l'article qu'a cité aussi Stéphane, journal Le Monde, qui vient de sortir le 2 mai 2016. Il est intitulé Chardonneret à dur hologramme. Mais vous aussi, vous écrivez aussi dans des revues quand même. J'ai écrit sur un article ornithologie et oui. Voilà, qui doit passer normalement en juin, qui doit sortir en juin, d'accord. Et un autre article aussi sur une autre revue ornithologie entre juin et juillet. Mais là, c'est une passion pour vous. Je suis passionné depuis mon jeune âge et voilà, donc la passion, elle est venue comme ça. Comment comme ça? Je sais pas comment. J'ai été attiré par les oiseaux. Parce qu'ils ont des belles couleurs ou parce qu'ils chantent bien ou parce ils chantent bien. Et c'est vrai, quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir vétérinaire. Et je faisais partie aussi de l'association WWF, de la protection des animaux. Vous faites toujours partie de cette... Non, c'était quand j'étais jeune. J'aurais dû continuer, mais... Vous pouvez, c'est jamais trop tard, vous êtes encore jeune. C'est une passion qui est venue. On ne s'explique pas. Ça et la famille, elle partage cette passion aussi, Kamel? J'ai mon beau-frère qui est décédé, qui partageait... oui. Rabat, voilà, que je lui donne hommage. Et c'est lui qui vous a... Il m'a donné un petit peu cette passion, initiée. Il était d'origine tunisienne. Et c'est vrai que quand j'allais en vacances là-bas, il m'a mené au marché de Monsebey. Et peut-être c'est ce déclic qui m'a oui, parce que moi je connais Monsebey, mais j'ai vu qu'il y avait des oiseaux. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai demandé à Stéphane une fourchette de prix. Parce qu'il y a des oiseaux qui coûtent horriblement cher, des chardonneries qui chantent. En Tunisie, ça coûte horriblement cher. Ça peut coûter cher, ce braconnage, malheureusement. Quand on sait que la moyenne c'est 200 dinars, le SMIC à Tunisie est à 200 dinars, et qu'un oiseau il fait du 700 et des 1000 dinars, je me dis que c'est pas possible, ça atteint des sommes incroyables. Voilà, ça peut... Mais d'où ça vient? Pourquoi cette frénésie? Parce que l'oiseau est apprécié par rapport à son chant, et il doit avoir un chant précis, et si l'oiseau... Et voilà, expliquez-nous, vous êtes spécialiste, vous faites de
éleveur. Voilà, moi je suis plus éleveur. Oui, mais... Et je suis plus Allez, là. on prend un oiseau, on va chez vous, Kamel, je voilà. vous dis, Kamel, s'il vous plaît, vous me vendez un oiseau. Est-ce que vous avez le droit de le vendre? Moi, c'est des chardonnerets en mutation. Qu'est-ce que c'est qu'un chardonneret en mutation? Stéphane, c'est que c'est un oiseau dans son phénotype et dans son génotype, il est modifié. Ouais. Et en plus, il transmet à sa descendance, c'est-à-dire qu'il n'a pas la même couleur que l'oiseau qui est sauvage dans la nature. D'accord. Et ce sont des oiseaux d'élevage. Et comme a stipulé Stéphane, l'arrêté du 11 août 2006 autorise les amateurs d'oiseaux d'avoir des chardonnerets en mutation, l'agate, l'isabelle, le pastel, le satiné, le blanc aux yeux noirs. D'accord. Et voilà, toutes ces mutations sont autorisées de détention et ils ont le même statut qu'un canari. Et comment vous faites, Kamel, pour apprendre à faire, pour apprendre à chanter un oiseau? Pour les auditeurs et pour moi-même. Moi, je suis pas spécialiste du chant. Moi, je suis pas très amateur du chant. Je suis plus amateur de l'élevage et de faire reproduire cette espèce. Comment vous faites pour reproduire? Vous prenez les mêmes familles? Je vous explique. Allez, d'accord, un peu plus tard, d'accord. Voilà. Alors, je reviens. Là, on a parlé de chardonneret menacé en France, c'est ça? Voilà. Elle est menacée en France, réellement? Voilà ce que je vous ai dit. D'accord. Je vous ai répondu. Bon, quelles sont les difficultés rencontrées par les éleveurs maghrébins? Pourquoi maghrébins? Il y a des éleveurs français, voilà, comme Philippe. Mais comme on parlait que l'espèce français d'origine maghrébine. Voilà, l'espèce, le chardonneret parva est en voie de disparition au Maghreb. Oui. Et au Maghreb, il y a une minorité d'éleveurs. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs. Et les difficultés qui sont rencontrées par cette minorité d'éleveurs, c'est essayer déjà de changer les mentalités là-bas et de dire que l'oiseau sauvage, il faut arrêter et essayer de promouvoir l'élevage au Maghreb. Les difficultés, c'est d'avoir des bons produits, des problèmes d'approvisionnement et de pénurie, les graines, la pâtée, les cages, les antibiotiques, l'investissement dans l'élevage et manque de moyens, et les difficultés de l'élevage aussi en lui-même. Ça reste quand même un élevage un peu compliqué. D'accord. Oui, toujours sur les ondes de Radio Gazelle, on continue avec l'éleveur, monsieur Latrèche Kamel. Kamel, vous nous avez expliqué vous avez répondu à différentes questions que je vous ai posées. Ouais. Là, une autre question qui vient à la tête. Quelles sont les solutions à apporter? Pour moi, Toufik, la solution la plus importante, c'est de promouvoir l'élevage de cette espèce, c'est-à-dire faire la reproduction du chardonneret afin d'avoir des oiseaux d'élevage, de créer de plus en plus de clubs amateurs et de fédérations ornithologiques dans ces pays-là, au Maghreb, je vous parle, et pour ne pas que ces amateurs d'oiseaux se servent chez les braconniers et qu'on leur donne les moyens pour qu'ils aient tous les produits de qualité nécessaires pour la reproduction de ce passereau. Voilà. Vous savez, là, comme vous êtes vous m'avez dit que vous n'êtes pas spécialiste du chant, je suis d'accord, mais là, je vais vous poser une question. Oui. Pourriez-vous nous parler de votre élevage? Et là, votre élevage, c'est votre dada. Voilà, c'est votre spécialité, c'est votre dada. Voilà. On va dire, vous aimez ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire sur ces élevages? Avant de vous parler de ma méthode d'élevage, je souhaite vous préciser mon but qui est aujourd'hui de tirer la sonnette d'alarme, sensibiliser et informer et en aucun cas montrer du doigt qui que ce soit. En tant qu'éleveur et passionné, je me sens concerné. Et là, je vais vous dire, je suis éleveur de la sous-espèce chardonneret légat major à peu près depuis 2005. Et je vais partager avec vous ma passion et ma méthode d'élevage. Je vous en prie, Kamel. Voilà. J'élève 8 couples issus de différentes mutations, le brun tête blanche, l'isabelle pastel, le mot, l'agate tête blanche, le satiné. Et en surfant sur Internet en 2003, je suis tombé un peu au hasard sur une photo d'une femelle chardonneret major en mutation agate. J'ai eu un véritable coup de foudre. J'ai été complètement subjugué par la beauté à couper le souffle de ce chardonneret. En plus d'être un oiseau avec une très belle couleur, il est doté de qualités exceptionnelles, tant au niveau chant qu'au niveau du plumage. L'alimentation que je leur donne sur l'année, c'est préparation d'un mélange de graines de 50% d'alpiste et 50% de mélange Manitoba-Carduluidi. Cette préparation, elle est toujours la même tout le long de l'année. Je leur mets à disposition de l'os de sèche et du grit.
Et je ramasse des graminées sauvages, comme l'a dit Stéphane, on essaie de, voilà, moi j'ai un petit jardin, je le ramasse un peu dans mon jardin, mais sinon je ramasse aussi un petit peu dehors, mais sans excès, quoi. Voilà, je ramasse de l'onacre, du chardon-marie, de la cardère, de la chicorée, du pissenlit, de l'ortie, du senosson vulgaire, du mouron blanc, du laiteron maraîcher, etc. Au quotidien, je leur donne à peu près 2 cuillères à café de mélange de graines par jour et par oiseau. Vérification des mangeoires et rajout si nécessaire toute l'année. Changement de l'eau tous les jours et addition 1 jour par semaine d'1 cuillère à soupe pour 1 litre d'eau de vinaigre de cidre bio et 2 jours de probiotiques d'un ferment lactique, 2 cuillères à café par litre d'eau. Ça permet de stabiliser la flore intestinale de l'oiseau. Sinon, de temps en temps, je leur donne des endives, des morceaux de pommes par période. Ma pièce d'élevage, elle est située dans mon jardin. Et elle est toute en bois, elle est isolée à l'intérieur avec de la laine de verre et du placo. Elle est équipée d'un chauffage réglé en hiver entre 10 et 12 degrés. Ainsi qu'un déshumidificateur d'air réglé entre 50 et 65% d'humidité. Pourquoi je règle ma pièce d'élevage, je baisse l'humidité? Car le chardonneret major est sensible à l'humidité et quand on est à peu près à 80-90% d'humidité, le risque de perte est élevé. Je suis aussi équipé d'un extracteur d'air et d'une grille d'aération qui permet de faire circuler l'air dans la pièce. La pièce elle est exposée à la lumière naturelle. Et elle est composée de 8 cages de 1 mètre de long, 40 cm de haut et 40 cm de large. Et j'ai 6 autres cages de 1 mètre de long, de 40 cm de haut, 35 cm de large pour accueillir les petits. J'ai une cage de quarantaine. Sinon, je vais vous parler de l'hygiène. Je lave les cages tous les 6 mois. C'est tous les 6 mois qu'on lave une cage? Je lave les cages tous les 6 mois et je lave d'abord avec du liquide vaisselle et je le rince. D'abord je lave bien. Et pourquoi pas avec la javel? Après, et regardez, après je laisse sécher et ensuite je désinfecte avec de l'eau de javel. Donc j'enlève tous les fientes, tout ça, je nettoie bien. Et après l'eau de javel. C'est important l'hygiène. Hein, voilà, c'est très important, c'est la clé de la réussite aussi. Hein. Ah d'accord, voilà. Oui, l'hygiène, c'est je crois que c'est de partout pareil. Et je laisse sécher ensuite et je désinfecte avec l'eau de javel. D'accord. Je rince soigneusement mes cages et je les laisse sécher. D'accord. Je mets ensuite un produit anti-poux sur les cages et perchoirs. Les cages sont équipées de grilles de fond pour ne pas que les oiseaux aient accès à leurs fientes. Et je tapisse le tiroir de fond de sable anisé et je change 1 fois par semaine. Je lave 1 fois par semaine les abreuvoirs à l'eau de javel, je nettoie les grilles de fond avec du liquide vaisselle et je désinfecte avec de l'eau de javel. J'essuie les perchoirs avec des lingettes antibactériennes et je nettoie le sol 1 fois par semaine et je balaye tous les jours ma pièce d'élevage. Donc l'hygiène est très très importante pour la réussite. Ah bah oui, l'hygiène c'est important, c'est vrai. Là je vais vous parler de la reproduction. Allez. Voilà, mes couples vivent ensemble juste après la mue vers le mois d'octobre. Je ne les sépare pas. Ils restent ensemble tout le long de l'année dans mes cages. À partir du mois de janvier, je leur donne 1 fois par semaine de la pâtée. Je mélange la pâtée de chez Orlux à Indigène et de la pâtée à Canaries. Je mets de l'orniprovène, de l'hypercalcium, de la mégavite E, Vitamax, de la vitamine K. Ça c'est tout ce qui concerne pour la reproduction. Pour la production, voilà, pour qu'ils vont mieux. La pâtée et dans cette pâtée, j'additionne tous les vitamines nécessaires qu'ils ont besoin les oiseaux. Je mets un peu de vert pinky. Les verts pinky, c'est des asticots blancs pour habituer les femelles. Je leur donne 1 fois par semaine des perles morbides, 1 cuillère à café par couple à peu près. Sinon, ma préparation de pinky, comment je les prépare? Je commande mes pinky sans sciure dans une grande enseigne. Je les fais bouillir et je les fais bouillir dans de l'eau bouillante à peu près pendant 5 minutes. Et voilà, et après je les rince. Et à l'eau froide pendant 5 minutes, je rince bien. Et après, quand elles sont bien égouttées, je les sèche au sèche-cheveux. Et une fois sèche, je leur mets 1 cuillère à café d'orniprovène par litre d'eau de pinky, par litre de pinky, et je mélange bien.
Et cela permet que les pinkies ne collent pas entre eux. Et ensuite, je les congèle dans les tupperwares pour leur donner au moment de il faut la le congeler. Voilà, pour les donner aux petits. Et c'est la clé de la réussite. Parce que les anciens pensaient que c'était une espèce qui ne pouvait pas s'élever. Oui. Et la clé de la réussite aussi, c'est d'apporter de la protéine animale pour que les parents nourrissent les petits. D'accord. Je leur donne Fertivite dans l'eau, à peu près 4 fois par semaine, jusqu'à la première ponte. À partir de fin mars, je leur mets les nids métalliques extérieurs cachés avec du sapin artificiel ou du brise-vue vert. J'asperge les nids d'un produit anti-poux. Ouais. Je leur donne de la charpie indigène. Et là, je ramasse du pissenlit. Le pissenlit, je ramasse les boutons fermés et je donne à peu près 4, 5, 6 têtes de pissenlit par couple. Je leur ramasse de l'ortie, du mouron blanc, du laiteron maraîcher que je leur mets à disposition. Tout fixe, ce que j'observe, c'est que les couples, ils s'amusent au début avec de la charpie, ils la tirent et la jettent au fur et à mesure. Le mâle et la femelle font le pivot et papillonnent des ailes avec de la charpie dans le bec. Ouais. Les mâles, ils commencent à chanter de plus en plus fort. Les couples se font la béquée. La femelle commence tout doucement à faire le nid. Le mâle peut aussi commencer à construire un début de nid. Le mâle chante de plus en plus fort et bombe sa poitrine, fait le pivot, écarte ses ailes. Il commence à poursuivre la femelle, que si elle est prête, se baisse, le mâle la coche. L'action elle dure que quelques secondes. Le mâle passe sa tête en arrière et fait un petit bruit. D'accord. Ce que je fais, c'est quand la femelle a pondu, je remplace l'œuf par un factice. Je répète cette opération tous les jours, à chaque œuf pondu jusqu'au dernier œuf. Cela permet que les petits naissent tous au même moment. Parce que si on ne fait pas ça, la femelle, à partir du 3e œuf, elle va couver. Et après, vous allez avoir des naissances avec des décalages et le petit qui est né au dernier moment va mourir. Donc cela permet que les petits naissent prématurés, il ne faut pas qu'ils naissent prématurés. Voilà, et ils naissent tous au même moment. Voilà, c'est quand le moment de la naissance? Je vais continuer. D'accord, allez, voilà. Expliquer. Je remets les œufs et je sépare le mâle avec une grille de façon que la femelle puisse le voir. Parce que si la femelle ne voit pas son mâle, elle ne couvre plus. Ça arrive qu'elle ne couvre plus. Après, à ce moment, je ne donne plus de pâté ou de protéines animales au mâle. Par contre, je laisse la pâté à la disposition de la femelle. Au 6e jour, je mire les œufs. La femelle couvre à environ pendant 13 jours. Il m'est arrivé d'assister à des naissances au bout de 12 ou même 15 jours. Donc il ne faut pas, il faut attendre, il faut patienter. Des fois ça peut naître avant, des fois ça peut naître un peu plus tard. D'accord. Et 2 jours avant qu'ils naissent, les petits, je mets un bain à disposition, ainsi que de la pâtée à volonté, des pinkies et des pucerons. Dès que les petits naissent, je leur mets un œuf factice pour éviter que la femelle écrase les petits. Et au 5-6e jour, après la naissance, je bague les petits en diamètre 2,7, ça c'est pour le Cardulus major, mais ce qu'on avait parlé auparavant pour le parva, il faut le baguer en 2,5. D'accord. Et je recouvre les bagues avec du sparadrap couleur chair pour ne pas que la femelle débague les petits. J'essaie de réintroduire le mâle s'il n'est pas agressif, sinon je remets la séparation. D'accord. Voilà. Vous savez, je vais vous proposer une pause publicitaire Okay. et on revient à vous. Il n'y a pas de souci, Toufik. Merci Kamel. Je vous en prie. Retour à Gazelle. On continue, Kamel, sur l'élevage, s'il te plaît. Voilà, donc je continue. Les petits sortent du nid environ au 14e jour. À ce moment-là, j'enlève le nid, je le nettoie et je remets encore du produit anti-poux. Ensuite, je replace le nid à 17 jours et j'enlève la séparation qui isolait le mâle. Je mets à disposition de la charpie car la femelle ne tardera pas à refaire le nid et à pondre. Elle continuera à nourrir les petits. Il est indispensable d'enlever chaque œuf pondu pour remplacer par un œuf factice. Il faut aussi surveiller les petits dès le matin afin qu'ils ne cassent pas les œufs. À 21 jours à peu près, les petits commencent à manger. Ce n'est que vers le 24e jour de naissance qu'ils commencent à se nourrir seuls.
À ce moment seulement, j'enlève les petits, je les mets dans une cage de sevrage alimentée en eau, en graines, en pâté, en piqui, en pinky, en pommes, en graminées sauvages, en millet, en perles morbides. Et il est primordial de bien surveiller les petits lorsqu'ils se nourrissent. J'élève sous chardonneret. Et ça arrive des fois que les femelles ne nourrissent pas leur portée, tuent les petits, ne couvrent pas. Et pour remédier à cela, j'utilise une femelle canarie de substitution et je prépare les canaris à l'identique que les chardonnerets. Et il est très important pour s'assurer de la réussite totale de l'opération que les femelles chardons pondent au même moment que votre femelle de substitution, et voire avec 2-3 jours de décalage. Voilà en gros, Toufik, ma méthode d'élevage. Et je tiens aussi à remercier toutes les fédérations françaises d'ornithologie, la CDE, la FFO, l'UOF. Je tiens aussi à remercier tous les clubs et surtout tous ces bénévoles qui travaillent dans ce monde ornithologique, et tous les clubs aussi de notre région, Toufik, l'OCP, l'OCPA, l'OCI, le club technique de l'ICC France, et aussi tous ces forums comme notre forum Chardonneret Natural Forum, comme le forum Bouvreuil et autres pastoraux européens, comme le forum Belgeo Bird, comme le forum élevage d'oiseaux indigènes, tous ces gens-là qui sont bénévoles et qui aident les éleveurs, qui essaient de trouver des solutions face aux problèmes de l'élevage, Toufik. Et c'est grâce à ces gens-là qu'on ne voit pas, grâce à tous ces forums, grâce à tous ces membres, et grâce à tous ces administrateurs qui travaillent bénévolement, grâce à eux, on essaie d'aider nos confrères au Maghreb, essayer de promouvoir l'élevage, et nous, c'est élever pour ne pas prélever. Et je remercie encore l'intervention de Stéphane, et je remercie aussi les zones de Radio Gazelle. Je vous remercie, Toufik. Et je vous remercie, monsieur Latrèche Kamel.